Ah, il lance sur un tapis. Oui, c'est ça. Ah oui, je comprends. Ouais. Ouf, Et d'ici, ok. comme ça, c'est ça ou pas? Non, c'est déjà pour J'ai compris. Ouais, c'est pas pour musique. Donc, bienvenue au troisième cours de la journée. J'ai le plaisir d'accueillir mon collègue Thomas Transport qui va parler de mouvement holomorphe. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont loin d'ici. Merci d'abord à Alexandre pour l'invitation et au CERN aussi. Peut-être, comme on a beaucoup de temps, je pourrais gaspiller 2 minutes juste en parlant de moi-même un petit peu. Comment se fait-il qu'un Anglais se trouve ici à une conférence destinée à promouvoir le français? En fait, au moins les 30 premières années de ma vie, je les ai vécues en Angleterre. Je suis né là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Je vous donne un petit secret. Jusqu'à mon doctorat, je ne suis jamais allé plus au nord que Cambridge, qui est quand même assez au sud. Alors, ça vous dit au quel point je suis pas aventureux. Alors, comment j'ai abouti ici? Bon, je me suis marié à une Québécoise il y a une trentaine d'années. Alors, j'ai émigré au Canada. Je me suis trouvé à l'Université Laval, où, horreur des horreurs, l'enseignement se fait en français. Alors, en fait, j'ai fait des études en français à un niveau assez élevé pour quelqu'un qui se spécialisait en mathématiques, jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais à l'époque, et peut-être toujours aujourd'hui, l'apprentissage des langues étrangères en Angleterre, c'était très théorique. Donc, j'avais des bonnes bases de grammaire et de vocabulaire. J'ai même lu plusieurs livres en français, mais je ne parlais guère un mot, et encore pire, je ne comprenais rien de ce qu'on me disait. Donc, tout cela, je l'ai dû l'apprendre sur la job au Québec. Mais bon, me voilà maintenant 30 ans plus tard. Peut-être pas beaucoup mieux, mais un petit peu. OK, alors tournons vers les choses sérieuses, les mathématiques. J'ai réfléchi pas mal sur quoi je devrais parler lorsque Alexandre m'a lancé l'invitation. Il y a beaucoup de beaux sujets en mathématiques. Il fallait choisir quelque chose qui durait 3 heures, pas 1 heure et pas 24 heures. Je voulais quelque chose au bon niveau. Alors là, peut-être j'ai raté ma cible, je ne sais pas, on verra. Il fallait absolument choisir quelque chose dont je sais un peu, connais un peu le sujet. Ça limitait des choses pas mal. Et enfin, je voulais quelque chose, et c'est très important, qui évoquait les raisons pourquoi j'ai choisi de consacrer ma vie ou ma carrière en recherche en mathématiques pures. Et je parle un peu de la magie de l'analyse complexe. Donc, je voulais quelque chose qui fait ressortir ce que j'appelle la magie de l'analyse complexe. Donc, j'ai fini par choisir le sujet des mouvements holomorphes. Et on verra si ça convient. OK. Alors, première chose, comment on fait changer la page? Juste cliquer une fois. Donc, voici ce que je me propose de faire aujourd'hui. Bon, d'abord, évidemment, je veux introduire la notion de mouvement holomorphe, expliquer c'est quoi. Je veux démontrer au moins un résultat. Ça va être un résultat qui s'appelle le lambda lemma. Je m'excuse pour l'anglais, mais même en français, ça s'appelle le lambda lemma. Et enfin, je veux expliquer la motivation pour tout cela qui provient de la théorie des systèmes dynamiques. Okay. Donc, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Avant de nous lancer dans les définitions formelles, je veux quand même vous montrer de quoi a l'air un mouvement holomorphe dans la vraie vie. Donc, pour cela, on va visiter un site web. Je suis nul en informatique, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai pu programmer moi-même, mais heureusement, il y a beaucoup d'exemples sur l'Internet. J'ai choisi un site qui est
me semble particulièrement appropriée, c'est une Suédoise. Alors, il faut que j'arrête le share. Puis, ça. OK. Comment on voit ça? Ah oui, you share. Ah, je pense que ça marche. C'est déjà du son. Oui. Je le vois sur mon. OK. Ça va? Bon. Donc, juste avant de parler du contenu, je dois donner du crédit. C'est un site web d'une Suédoise qui s'appelle Malin Kristersson. Il y a beaucoup de choix, mais j'ai trouvé ce site particulièrement approprié pour nos besoins. Bon, alors c'est intitulé Demonstration of Julia Set. Oubliez les mots Julia Set pour l'instant, on y reviendra plus tard. Ce que je veux faire, c'est de vous montrer, je vais monter ça un peu, montrer un exemple ou des exemples en fait de mouvements holomorphes. Alors ce que vous voyez ici, c'est une courbe, c'est vraiment une courbe de Jordan, qui, et quand je déplace le curseur, la courbe change. En fait, ce qui se passe, c'est que malgré les apparences, il y a deux plans complexes ici. Il y en a un dans lequel le curseur bouge, c'est le choix du paramètre, qui est un nom complexe. Et il y a un autre plan dans lequel se trouve l'ensemble qui bouge. La façon que le site web est construit est un peu mêlant, mais bon. Alors, quand je déplace le curseur, quand je change le paramètre, l'ensemble bouge, ça danse un peu, mais c'est toujours une courbe. Si je viens ici, la courbe est presque un cercle. On verra pourquoi plus tard. Et quand je me déplace comme ça, la courbe devient de plus en plus fractale, si je peux utiliser ce mot. En fait, c'est véritablement un fractal, c'est un ensemble de dimensions strictement plus grand que 1. On va en parler demain. OK, je change de place. Alors maintenant, mon paramètre se retrouve dans une autre partie de l'écran. Encore un ensemble qui danse. Cette fois-ci, l'ensemble est beaucoup plus compliqué, ce n'est pas juste une courbe. Mais la structure semble rester la même. Mais ça danse. C'est un exemple, un autre exemple d'un mouvement holomorphe. Autre exemple. Et enfin, un autre exemple. Cette fois-ci, l'exemple est un ensemble qui est non connexe. En fait, c'est totalement non connexe. Un ensemble de type Cantor. Je ne sais pas si c'est possible de le voir sur Zoom. Ici, on le voit bien. Caché derrière ça, il y a l'ombre de l'ensemble de Mandelbrot. Je vous demande d'oublier ça pour l'instant. On y reviendra plus tard. Okay. Donc, on reviendra à ce site web, mais au moins, vous avez vu 4 exemples de mouvements holomorphes. Et le problème maintenant est comment décrire ce comportement assez joli d'un ensemble qui bouge, mais pas trop. Comment expliquer que dans certaines parties de l'écran, quand je déplace le curseur dans cette partie-là, on obtient toujours une courbe, tandis que quand je viens ici, l'ensemble a changé. Qu'est-ce qui explique tout ça? Alors, tout cela a été expliqué dans un article qui est paru en 1983, donc il y a 20 ans exactement. Non, 40 ans. 40 ans déjà. Et c'est dans cet article écrit par 3 auteurs, Manus et Sullivan, où on a inventé la notion de mouvement holomorphe, qui a été utilisée pour expliquer ce comportement. Et on va voir cette explication aujourd'hui. Et par la suite, cette notion a connu des progrès par la suite, des choses intéressantes, et c'est sur ça que les 2 autres cours vont porter. OK. Alors maintenant, je vais arrêter le H et revenir à ça. Et sur mon écran, OK, ça va. Bon, enfin. Alors, voici la définition officielle de mouvement holomorphe. Et
Une des beautés de ce sujet est que c'est extrêmement facile à définir. Il y a un tas de sujets où il faut quand même parler pour les heures avant de donner la définition principale, mais moi, je peux la définir tout de suite. Alors, la notation que je vais adopter, c'est très répandu. C va être le plan complexe et D va désigner le disque unité ouvert dans le plan. Et je vais définir ce que veut dire mouvement holomorphe de E. E va être un sous-ensemble du plan complexe. A priori, la seule contrainte sur E, c'est un ensemble non vide. Aucune structure. Et le mouvement est défini par une fonction. En fait, c'est la fonction qui s'appelle le mouvement holomorphe. Et c'est une fonction de deux variables. Lambda, c'est toujours comme ça, lambda qui parcourt le disque unité et z qui va parcourir l'ensemble E. Et la fonction prend des valeurs complexes. Et cette fonction doit vérifier trois axiomes très simples. Bon, le premier axiome est que si je fixe z, je considère f lambda z comme une fonction de lambda, donc une fonction sur le disque, cette fonction doit être holomorphe. Bon, alors c'est quoi holomorphe? Alors, c'est peut-être le moment de tenir un petit sondage. Levez la main si vous avez déjà suivi un cours d'analyse complexe. C'est à peu près la moitié. Ou bien déjà donné un cours. OK. OK. C'est pas grave si vous n'avez pas suivi un cours sur l'analyse complexe, un cours formel. Il va falloir simplement que vous preniez plus de choses pour acquis. Mais je vais essayer quand même de tout expliquer. Alors, le mot holomorphe veut tout simplement dire dérivable. Je pense que tout le monde sait c'est quoi une fonction dérivable. Et c'est exactement la même définition en analyse complexe. C'est juste que la fonction est une fonction complexe de variables complexes. Sauf que la notion de dérivable cache beaucoup de choses. C'est à peu près le contenu d'un cours d'analyse complexe. Les fonctions dérivables ont beaucoup de propriétés insoupçonnées. Et c'est ça qui fait la magie du sujet. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots pour ces fonctions, non seulement dérivables, mais holomorphes, analytiques, régulières, you name it. Il y a beaucoup de... C'est un très vieux sujet avec beaucoup de traditions. Moi, je vais utiliser le mot holomorphe, mais ça veut dire simplement dérivable. OK, donc pour chaque z, f lambda z est holomorphe en lambda. Et maintenant, je peux inverser les rôles et fixer lambda. Et donc, f lambda z est maintenant une fonction définie comme fonction de z sur l'ensemble E. E, je vous rappelle, est un ensemble sans structure, complètement quelconque. Donc, pour l'instant, ça n'a pas de sens d'insister que f soit holomorphe sur E. Hein, on ne le fait pas, c'est pas vrai. Tout ce qu'on suppose est que f soit injectif. Chaque lambda fixé, f lambda z est injectif sur E. Est-ce qu'il y aurait un certain sens à y penser comme à une famille de un des deux avec un paramètre dans l'autre? C'est vraiment les deux variables ont un rôle assez. Je n'ai pas compris. Par exemple, est-ce qu'on peut penser à ça comme à une famille de fonctions holomorphes de D vers C? J'y arrive. Okay. Ça va être en bas de la page, ou la prochaine page. OK, donc ça, c'est le deuxième axiome. Le troisième axiome, c'est le moins important, mais c'est pratique, c'est une sorte de normalisation. On suppose que en lambda égale 0, donc au centre du disque unité, la fonction f0z est l'identité. OK, et je profite de l'occasion pour introduire deux autres notations qui seront utiles, qui sont très répandues. Très souvent, on va fixer une des variables pour considérer f comme une fonction de l'autre. Et plus souvent que non, ça va être lambda qui est fixé et z qui varie. Et c'est pratique d'avoir une notation pour ça. Donc, je vais appeler cette fonction-là f indice lambda. Et l'image de l'ensemble E par f indice lambda, je vais l'appeler E lambda.
Donc, E lambda est un ensemble qui bouge avec lambda, et c'est ça l'ensemble qui bouge que vous avez vu au début sur le site web. Donc, en particulier, si lambda est égal à 0, alors grâce au troisième axiome, F0 de E, c'est tout simplement E. Et autrement dit, E0 égale E. Oui. La question E0 c'est égal à E. Oui. Ça dit que la fonction Z à F lambda Z, c'est injectif sur E. Ça ne dit pas que c'est surjectif. Non. Je définis l'image de F lambda est injectif et l'image de F lambda, je l'ai définie comme étant E lambda. Donc, F lambda devient surjectif, considéré comme une fonction de E sur E lambda. Okay? J'ai défini E lambda comme étant l'image pour faire en sorte que F lambda soit surjectif, considéré comme une fonction entre ces deux ensembles. C'est la définition, oui. En tout cas, Z et holomorphe, on peut juste répéter, voilà, j'ai compris, vous avez dit. Donc, les deux hypothèses que j'ai sont de nature différente. Dans la première hypothèse, F est holomorphe en lambda, pas nécessairement injectif. Et dans la deuxième hypothèse, F est injectif par rapport à Z, si je fixe lambda, mais pas nécessairement holomorphe. Okay. En fait, pour l'instant, il n'y a rien qui dit que cette fonction soit continue, mesurable, quoi que ce soit. Ça peut être seulement injectif, c'est la seule chose que je suppose. On verra que ce n'est pas vrai. On verra qu'il y a des choses cachées. Ça fait partie de la magie. Et ça, c'est à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, alors je veux vous montrer comment moi, je visualise les mouvements holomorphes, et ça va répondre à la question d'Alexandre. Donc, ce que vous voyez ici, sur le plan, en fait, c'est une représentation de deux axes. Un des axes, c'est la discontinuité, et l'autre axe, c'est le plan complexe. Donc, ce que vous voyez, c'est en réalité 4 dimensions, mais je suis limité dans mes dimensions, donc c'est 2 fois C. Et si je fixe Z pour l'instant, alors F, Z, lambda Z est une fonction holomorphe de lambda. Donc, je peux représenter cette fonction comme un graphe. En réalité, la graphe se trouve dans C2, dans un espace de dimension 4, mais ici, c'est dans R2. Donc, c'est juste une représentation pictoriale. OK, donc j'ai ça pour chaque Z. J'obtiens le graphe d'une fonction holomorphe. Et ce que j'ai dessiné ici sont les graphes de 4 telles fonctions. Vous voyez que je commence... Oh oui, donc si je prends un des graphes, celui qui correspond à un Z donné, donc F lambda va de F lambda Z, je peux récupérer Z à partir du graphe simplement en regardant où le graphe traverse l'axe vertical. C'est le troisième axiome. Parce que F0 Z est égal à Z. Donc, si le Z ici était, je ne sais pas, 1 plus I, OK, je pourrais récupérer cette information juste en regardant où le graphe traverse l'axe vertical. Et en particulier, l'ensemble des points où les graphes traversent l'axe vertical, c'est l'ensemble E au départ. Et l'image pour la fonction que j'ai appelée f indice lambda, c'est la fonction qui prend cet ensemble et qui le fait bouger le long des graphes, le long des lignes, jusqu'à arriver à E lambda qui est ici. Est-ce que ça vous va comme illustration? Donc, sur cette image, le fait que l'axiome 1 soit vérifié, que les fonctions soient holomorphes, on le voit parce que je l'ai dit, c'est vrai, OK? C'est holomorphe. Et le troisième axiome, on le voit parce que, c'est la remarque que j'avais faite à propos de récupérer le Z à partir du point où le graphe traverse l'axe vertical.
quant à l'axiome 2, l'injectivité, qu'est-ce que ça veut dire selon cette image? C'est très simple. Ça veut dire que les graphes ne se croisent jamais. Ils restent disjoints. Oui. Vous pouvez répéter ça? OK, donc, s'il y avait deux, bon, je vais descendre ici. Alors, mettons qu'il y avait un croisement. Ah, ok. Alors, ça veut dire que ma fonction a pris ces 2 points et donné la même valeur ici. Donc, pour cette valeur de lambda, f n'est pas injective sur E. Donc, une autre façon de décrire un mouvement holomorphe est simplement comme une réunion disjointe de graphes holomorphes. Aussi simple que ça. C'est vrai parce qu'il n'y a pas de continuité ou autre de demander dans l'autre variable. C'est ça. Donc, dans cette image, j'ai tracé simplement 4 lignes. Ça pourrait bien être la vérité. Il n'y a rien qui dit que E doit être un ensemble infini. Ça peut être un ensemble fini. Bien sûr, les cas... En fait, ce n'est pas vrai. J'étais sur le point de dire que, bien sûr, les cas les plus intéressants sont les cas où E est infini. Mais ce n'est même pas vrai. J'y reviendrai après-demain. Oui. Est-ce qu'on peut juste revoir les actions? Oui. 10 secondes. Par contre, on choisit 2 points, Z1 et Z2. J'évalue F lambda Z1 et F lambda Z2. Pour n'importe quel lambda. Ça donne toujours 2 choses différentes. Oui. Oui. Donc, E pourrait bien être un ensemble, par exemple, dénombrable. Mais quand même dense dans, par exemple, un disque. Donc, un ensemble quand même pas assez agréable. Aucune structure sur eux. OK, il y avait une question, là? Non, ça va? C'est le moment de poser des questions, parce qu'on est sur le point d'énoncer un théorème. C'est juste pour être sûr que la définition convient à tout le monde. Est-ce qu'on peut y penser comme vraiment comme je pense au plan, puis je vois un ensemble dedans qui bouge? C'est dangereux. Je vois ça comme ça très souvent, oui. Oui. Et nous verrons mercredi, il y a une autre description complètement différente, encore plus sophistiquée, mais qui a des applications. Donc, ça va pour tout le monde, la définition? OK. Il est temps pour un théorème. Alors, ça s'appelle le lambda lemma. En fait, l'histoire est qu'il y avait cet article que j'ai mentionné de ces 3 auteurs, et Sad Sullivan. D'ailleurs, je vais donner la référence à la fin. Je recommande cet article. C'est très lisible et très intéressant de plusieurs points de vue. Mais entre autres, c'est la première fois qu'on voit cette notion. Pour eux, le résultat que je suis sur le point d'énoncer était un petit lemme, parce qu'ils avaient d'autres choses en tête. Mais d'après moi, c'est un théorème. En fait, c'est plus qu'un théorème. Je dirais que c'est 3 théorèmes en un, vous allez voir. Mais en tout cas, ça explique la terminologie. Donc, on commence avec un mouvement holomorphe, tel que je l'ai défini. Et la première partie est que, automatiquement, il y a une extension de ce mouvement holomorphe à la fermeture de E. Donc, E bar veut dire fermeture de E. Alors, est-ce que tout le monde est à l'aise avec la notion de fermeture? C'est l'ensemble des points de limite de E. Donc, même si E est un ensemble dénombrable, il peut y avoir beaucoup de points de limite. Si E est dense dans le disque, par exemple, la fermeture de E va être le disque. Donc, en principe, il pourrait y avoir une grosse différence entre E et sa fermeture. Bien sûr, si E est déjà fermé, il n'y a aucune différence, mais en principe, il y a quand même une grosse différence. Donc, le théorème dit qu'on peut étendre notre mouvement holomorphe petit f à un mouvement holomorphe grand F sur D fois E bar. Et c'est un résultat impressionnant parce que, comme nous allons voir, la notion de mouvement holomorphe est assez rigide. Si je peux faire une petite digression, la magie des fonctions holomorphes veut dire que les fonctions holomorphes ont beaucoup de belles propriétés. Si elles ont beaucoup de belles propriétés, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai déjà entendu cette philosophie.
J'ai même assisté à un cours où le professeur a commencé avec cette philosophie et le titre du cours était « Termes d'existence pour les fonctions analytiques ». Donc, c'était quand même une sorte de réciproque. Comment construire des fonctions holomorphes avec des propriétés données. Et on a un peu la même problématique ici. Comment construire des mouvements holomorphes? Étant donné qu'elles ont des belles propriétés que je n'ai pas encore racontées, mais ils sont bien. Et ça, c'est un outil intéressant. Oui. Les 4 exemples qu'on a vus tout à l'heure, est-ce que c'est vrai qu'ils sont tous fermés? Oui, mais en fait, on les obtient exactement avec ce lemme. Ah oui, c'est des choses qu'on va faire. Exact. Alors, je vais l'expliquer plus tard aujourd'hui. Oui. Deuxième propriété, cette fonction holomorphe, ce mouvement holomorphe, quand f, elle est continue sur d fois e bar. Et donc, a priori, petit f était continu aussi. Même si on ne l'avait pas supposé, c'est automatique. C'est pas nécessairement holomorphe, mais c'est continu. Non, juste continu. Donc déjà, ça indique qu'il y a quelque chose de caché dans la définition de mouvement holomorphe. Il y a cette continuité automatique. Bien sûr, petit f était continu en fonction de lambda pour un z fixé, puisque c'est même holomorphe, mais il n'y a rien qui dit que ce soit continu en z. Encore moins qu'il soit continu conjointement en lambda et z, mais c'est vrai. Et troisième propriété, si on regarde ce que j'ai appelé f indice lambda, c'est-à-dire on fixe lambda et on considère cela comme une fonction de z. Alors, d'après la deuxième partie du terme, c'est une fonction continue. C'est aussi injective, par hypothèse. Et il n'est pas très difficile de montrer qu'en fait, c'est un homéomorphisme de E bar sur l'image de E bar. Et il y a ce mot additionnel qui a été ajouté, quasi symétrique. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel genre d'homéomorphisme. C'est un homéomorphisme avec une certaine propriété géométrique. Alors, pour l'instant, je vais sauter la définition de quasi symétrique parce que ça va être le sujet de mercredi. Okay? Mais je voulais l'inclure ici parce que Manet Sullivan avait déjà remarqué cette propriété dans leur article. Mais c'est ça qui va faire en sorte que les mouvements holomorphes conservent la structure. Donc, vous avez vu ces ensembles danser. Le fait que l'ensemble ait l'air semblable lorsqu'on ça danse, ça provient de cette propriété-là. Mais la définition formelle, c'est un peu compliqué, on le verra mercredi. Ah, OK, excusez-moi, oui. Homéomorphisme, oui. Donc, j'aurais dit, le homéomorphisme veut dire une bijection qui est continue dans les deux sens. Donc, bon, je souligne les choses que j'ai déjà dites. Un mouvement holomorphe est automatiquement continu et quasi symétrique, on y reviendra plus tard. OK, donc ce que je veux faire, c'est d'esquisser la démonstration de la première partie, l'extension. Parce que l'idée est quand même assez simple et ça fait intervenir, encore une fois, cette magie de l'analyse complexe. OK, donc on commence avec un mouvement holomorphe. Alors, je vais faire ça sur le tableau. Donc, on a déjà notre mouvement holomorphe comme ça. Et l'axe vertical. Alors, l'ensemble des points où les graphes traversent l'axe, c'est exactement notre ensemble E. Et en principe, notre ensemble E n'est pas fermé. Donc, je veux prendre un point dans la fermeture. Donc, ça veut dire qu'il y a une suite de points comme ça qui convergent vers le point de la fermeture. Et mon premier but est de construire une autre graphe. Donc, il y a déjà des graphes comme ça.
et je veux construire un nouveau graphe qui passe par le point donné. Mais il y a des contraintes, ce n'est pas n'importe quel graphe. Il faut que ce graphe-là soit disjoint des autres. Et non seulement disjoint des autres, mais de tous les autres graphes que je vais construire de cette façon, si je veux que le résultat reste un mouvement holomorphe. Et il faut aussi que le graphe soit holomorphe. Pas rien, ça. Alors, qu'est-ce que je fais? OK, alors, tout d'abord, il y a une petite étape préliminaire que je vais sauter. Je vous demande de me croire sur parole, qu'on peut se poser, sans perte de généralité, que parmi tous les graphes comme ça, il y en a deux qui sont constantes. Donc, ça passe pas A et pas B. Sinon, il y a une façon de réduire le problème à ce cas-là. Ce n'est pas très compliqué. Croyez-moi. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les autres graphes évitent ces deux graphes constants. C'est-à-dire que toutes les fonctions, alors si j'appelle les fonctions dans la suite f1, lambda z, en fait c'est f lambda z1, c'est z1 ici, f lambda z2, et ainsi de suite. Les applications, bon, elles sont définies sur le disque et elles prennent des valeurs complexes, mais elles évitent toujours A et B parce que les graphes sont disjoints et donc en particulier disjoints de ces deux graphes constants. OK, donc on a une certaine famille de fonctions holomorphes définies sur le disque qui prennent leur valeur dans le plan complexe privé de deux points. Et maintenant, la magie intervient. Une telle famille s'appelle une famille normale. Qu'est-ce que c'est une famille normale? C'est une famille qui cherche désespérément à converger vers quelque chose. Plus formellement, ça veut dire que si je prends cette suite, en fait n'importe quelle sous-suite de cette suite, il y aura une sous-suite qui converge. Quand je parle de convergence, c'est la notion de convergence qui s'impose en analyse complexe, qui s'appelle la convergence localement uniforme, c'est-à-dire uniforme sur chaque sous-ensemble compact. Donc, c'est plus fort que la convergence simple, mais plus faible que la convergence uniforme. C'est un peu entre les deux. Et cette propriété de convergence a la propriété que si j'ai une suite de fonctions qui convergent dans ce sens, et chaque fonction dans la suite est holomorphe, la limite va être holomorphe aussi. En passant, c'est une autre propriété qui n'est pas partagée par l'analyse réelle. En analyse réelle, on peut avoir des fonctions très lisses qui convergent uniformément vers une fonction très non lisse. Ça doit être continu, mais c'est tout. En fait, si vous connaissez le théorème de Weierstrass, chaque fonction continue est la limite uniforme de polynôme. Alors, la même chose n'arrive pas en analyse complexe. En analyse complexe, si vous avez la convergence uniforme ou même localement uniforme, une suite de fonctions holomorphes, le résultat est forcément holomorphe. Donc, je reviens à ce théorème. Alors, le théorème que je cite, c'est un grand théorème. Je vais le mettre ici. C'est le théorème de Montel. Alors, si j'ai une suite de fonctions holomorphes sur le disque ou n'importe quel domaine, prenant des valeurs dans le plan privé de deux points, alors il existe une sous-suite qui converge dans ce sens. Il y a une possibilité qu'on va exclure tout de suite. Dans ce théorème, il est possible que les FNJ convergent vers l'infini. Par exemple, si vous considérez la suite de fonctions fn de z égale n, c'est une suite qui évite, après un certain temps, ça évite beaucoup de valeurs et ça tend vers l'infini. Donc, c'est une possibilité. Donc, ou bien ça tend vers l'infini, ou f est holomorphe. Alors, dans notre cas, nous avons
une telle suite de fonctions. Les fn de z sont f lambda zn. Ça ne converge pas vers l'infini parce que le point 0 même, ça converge vers une limite finie. Donc, on est très certainement dans ce deuxième cas. Et cette fonction limite, ça c'est notre graphe rouge. Donc, au moins, on a déjà réussi à mettre la main sur une fonction holomorphe, un candidat pour le graphe rouge. Mais je n'ai pas encore expliqué pourquoi c'est si je fais la même chose avec une autre suite, j'arrive avec le même graphe ici. Et encore moins, je n'ai pas expliqué pourquoi ce graphe est disjoint des autres. Ce qui n'est pas du tout évident au départ. Et pour cela, on va utiliser un autre théorème magique. C'est le théorème de Hurwitz. Il dit que si j'ai une suite Fn qui converge vers F, les Fn sont des fonctions holomorphes, et Fn est partout non nul, alors la fonction limite, elle partage cette propriété, ou elle est identiquement zéro. Et cette dernière possibilité est une possibilité parce que si je prends, encore une fois, une suite de fonctions constantes, cette fois-ci, les constantes sont 1 sur n. Alors, ce sont des fonctions partout non nulles qui convergent vers une limite qui est identiquement nulle. Mais c'est la seule chose qui peut se passer. En passant, c'est une autre chose qui n'a absolument aucun analogue en analyse réelle. Je peux avoir des fonctions comme ça qui sont partout non nulles, qui convergent vers une fonction qui a des zéros. C'est pas vraiment une analyse complexe. Alors, dans notre cas à nous, je vais utiliser ce résultat deux fois. La première fois pour montrer que le graphe rouge que j'ai obtenu est le seul et unique candidat. En fait, supposons qu'on a deux suites de graphes et chacune a une sous-suite qui converge vers un candidat. Est-ce que les deux candidats coïncident? Bon, quand je prends les deux suites, je peux les supposer différentes. Quand je regarde les différences des fonctions des deux suites, bon, ou bien ils sont identiquement zéro, ce n'est pas intéressant, ou bien ils sont partout non nuls parce que les graphes sont disjoints. Donc, j'ai deux suites, f lambda zn, on va f, une deuxième suite, f lambda znj, disons, envers g. La différence, les différences ici sont, bon, il y a deux possibilités en fait. Ou bien il y a une infinité de n où les deux coïncident, c'est le même graphe. Dans ce cas-là, les limites vont être la même, c'est clair. Ou bien pour n assez grand, les deux graphes sont différents, sont disjoints, c'est-à-dire leurs différences sont des fonctions holomorphes qui ne s'annulent nulle part. Et la différence des deux converge vers f-g. Donc, par le terme de Hurwitz, f-g est soit partout non nul, soit identiquement zéro. Mais ça ne peut pas être partout non nul parce que je sais que en lambda égale 0, les deux fonctions ont la même valeur. C'est construit de même. Donc, je suis dans le deuxième cas, et f-g est identiquement 0. Donc, c'est la même fonction. OK, alors, je ne sais pas si ça avait du sens, mais vous avez une deuxième chance maintenant de suivre l'argument, parce que je vais réutiliser cette idée pour montrer que tous les graphes rouges que j'obtiens comme ça, pour tous les points, sont disjoints. OK, alors maintenant, je prends deux points différents dans RE bar. Je construis mes deux graphes rouges. Il y en a un qui passe par ce point-là, l'autre qui passe par ce point-là. C'est clair que les suites qui convergent vers ces deux sont éventuellement des suites de fonctions différentes, donc partout non nulles. Leurs différences sont donc partout non nulles parce que ce sont des graphes différents. Alors, la fonction à la limite, à la fin, c'est la limite des différences des suites.
Et cette fonction-là, encore, doit être soit partout non nulle, soit identiquement nulle. Et cette fois-ci, on se trouve dans cette situation. Ça ne peut pas être identiquement nul parce que en lambda égale 0, on passe par 2 points différents. Donc, on obtient ainsi deux fonctions avec des graphes disjoints. Alors, comme ça, on a vraiment construit une fonction, un mouvement holomorphe. D'ailleurs, ça montre, c'est pas, en fait, ça suit aussi de la deuxième partie du lambda lemma que cette extension est unique. Avez-vous des questions? C'est pas super habitude avec ce comme ça, un complexe, hein, pour le voir. C'est combien contraignant de demander que Fn de Z, c'est non nul partout? C'est en fait, c'est sur quoi? C'est sur D? Oui, sur D. Sur Et D. c'est à quel point contraignant? Non. Le fait d'avoir cette hypothèse-là. Parce que donc, sur C, j'imagine, ça m'enlève déjà tous les polynômes. Sur le disque? Ouais. Alors non, pas sur D, sur C. Sur C, c'est une autre affaire. C'est notre affaire. Mais oui, c'est. Oui. Pour en fait, pour une fonction holomorphe, que ce soit sur le disque ou sur le plan, être non nul partout veut dire que tu es l'exponentielle d'une fonction holomorphe. Mais donc, les polynômes sont exclus sur C, mais pas dans D. Et il y a un raisonnement tout bête, comme on l'aurait imaginé. Je vais faire la courbe rouge comme adhérence de toutes les. Et je vais naïvement comme ça, je vais me fracasser. Pourquoi? Bon, en fait, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est ça, avec des arguments. Non, mais il faut. Bon, il faut. C'est bien de dire adhérence, mais il faut extraire une seule courbe pour avoir une fonction, le graphe d'une fonction analytique. Là, ça va être dur. C'est plus facile à travailler avec des fonctions que des. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Non, là, j'ai pas en train. Peut-être on peut en parler après. Question. Donc, j'aurais dû mettre ça avant que vous puissiez voir l'état de la preuve, mais je vais simplement répéter ce que j'avais dit. Avec le terme de Mantel, il y a une sous-suite des graphes qui convergent localement uniformément. Et ce que j'ai appelé le graphe rouge, c'est la définition de grand F. Et par le terme de Hurwitz, la fonction limite est unique et vérifie les axiomes d'un mouvement holomorphe. C'est juste un résumé de ce que j'ai expliqué. Bon, alors, pour moi, c'est une démonstration plus ou moins complète de la première partie du lambda lemma, sauf bien sûr, pour prendre pour acquis ces résultats l'analyse complexe qui sont non triviales. Je ne ferai pas la preuve des deuxième et troisième parties, mais en fait, ça ressemble pas mal à ce que vous avez vu ici. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à consulter l'article parce que c'est très lisible. OK, donc ça termine la partie lambda lemma. Et maintenant, je vais parler des systèmes dynamiques complexes parce que je veux expliquer la motivation pour tout ce que nous avons fait, un peu l'histoire aussi derrière ça. Je veux juste partager une idée idiote que j'ai eue. Oui. Quand on prend des fonctions qui ne s'annulent pas, c'est plus difficile quand c'est complexe que quand c'est réel. Oui. Si tu prends un monôme plus une constante, ça va s'annuler si la constante est. Oui, alors, fonction réelle, tu peux simplement prendre le carré, ajouter 1. Ça ne marche pas dans les exercices complexes parce qu'il y a des complexes qui vont. Ouais. Okay, je voulais juste montrer que je n'avais pas compris le départ. OK, alors les systèmes dynamiques, c'est un peu l'étude de l'itération d'une fonction. Et en fait, je pense que ce qui a donné lieu à cette théorie en premier lieu, il y a peut-être des gens qui connaissent mieux que moi l'histoire de tout ça, c'est la méthode de Newton pour résoudre des équations polynomiales. Alors, la méthode de Newton, c'est une méthode itérative où on regarde xn plus 1 égale xn moins fxn sur f'. Xn, est-ce que j'ai la bonne formule? Bien ça. Donc, dans le cas où f est un polynôme,
On est en train d'itérer une certaine fonction ici. Et même si f est un polynôme, cette fonction-là ne sera pas un polynôme, ça va être une fonction rationnelle. Donc, on est amené à étudier l'itération des fonctions rationnelles. Alors, la théorie générale nous dit que si on commence assez proche d'une racine de l'équation fx égale 0, ces itérés vont converger rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne commence pas assez proche? Alors, c'est ça qui donne la motivation d'étudier ces itérations. Et on a découvert très rapidement que c'est un sujet très compliqué. Bon, c'est les noms de Fatou et Julia qui ont étudié ça au début, vers le début du XXe siècle. C'est eux qui ont démarré l'étude de ces choses-là. OK. Bon, en principe, je devrais étudier la l'itération d'une fonction rationnelle, mais je vais me simplifier la vie parce que pour moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais plutôt itérer un polynôme. Donc, je commence avec un polynôme P et on va étudier la suite Pn qui, par définition, c'est vous prenez une copie du polynôme et vous les composez ensemble. Alors, si P est une constante, c'est vraiment facile. Okay? C'est bien. Si P est de degré 1, c'est aussi très facile. Vous pouvez facilement, petit exercice, écrire une formule pour Pn et le sujet s'arrête là. Donc, désormais, on va considérer le cas où le degré de P est au moins 2. Et déjà, degré 2 est très compliqué. Et il y a des raisons pour ça que nous allons voir. Alors, l'étude passe par 3 ensembles qu'on peut associer à P. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le bassin d'attraction de l'infini. Donc, ce sont les Z qui ont la propriété que si vous commencez à évaluer les itérés, donc Z, PZ, P carré Z, P cube Z, vous obtenez une suite qui tombe à l'infini. Et c'est un exercice relativement facile de montrer que si mod Z est assez grand va dépendre du polynôme P, alors ça va être le cas. Pnz va tomber à l'infini. Donc, cet ensemble, ce bassin d'attraction de l'infini, c'est un ensemble qui contient tout un voisinage de l'infini, c'est-à-dire l'extérieur de l'ensemble borné. Et il n'est pas trop difficile de voir qu'en fait, c'est un ensemble ouvert. Ensuite, bon, je vais reculer un instant. Est-ce que il se peut que le bassin d'attraction soit le plan complexe tout entier? Si je commence avec n'importe quel Z, est-ce que ça peut être attiré vers l'infini? Ça va être le cas en passant si j'ai un polynôme de degré 1. Non, oui. Si j'ai Z plus 1 comme polynôme, en itérant n fois, j'ai Z plus n, et ça va tomber à l'infini. Est-ce que c'est le cas ici? Et il y a un truc très simple pour montrer que non. Parce qu'un polynôme de degré au moins 2 a toujours des points fixes. Et si P a un point fixe, alors ce point fixe n'est pas attiré vers l'infini, il reste fixe. Et pourquoi P a un point fixe? Bon, il s'agit simplement de résoudre l'équation Pz moins Z égale 0. Si le degré de P est au moins 2, alors c'est une équation polynomiale qui a une racine. Donc, il y a des points fixes. Donc, le bassin d'attraction n'est jamais le plan complexe tout entier. Et ça suggère que peut-être il y a 2 sortes de comportements. Il y a le comportement où les itérés tombent vers l'infini et les autres, et que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe entre les deux régimes. Et donc, ça suggère de définir l'ensemble de Julia, qui par définition est, en tout cas la définition que je donne ici, c'est la frontière du bassin d'attraction. Donc, par définition, J va être un ensemble fermé, ça va être borné et non vide. Donc, c'est un ensemble compact. Et le complément de l'ensemble de Julia, ça s'appelle l'ensemble de Fatou. Donc, ça va être un ensemble ouvert. Et ça va en particulier contenir le bassin d'attraction. Peut-être ça va être égal au bassin d'attraction, peut-être que non, ça dépend. Mais en tout cas, on a ça. OK. Alors, pourquoi
On verra un exemple dans un instant. En fait, tout de suite. Prenons l'exemple de PZ égale Z carré. Alors, c'est quoi Pn? Nème itéré de P. Attention, c'est pas Z à la 2n. C'est Z à la 2 à la n. OK. Alors, pour quelle valeur de Z, la suite Z à la 2 à la n tend-elle vers l'infini? En fait, c'est exactement les Z de module plus grand que 1. Z est plus grand que 1, les 2 à la n puissance vont tendre vers l'infini. Si mod Z est plus petit ou égal à 1, ça va rester borné. Donc, le bassin d'attraction, c'est l'extérieur du disque fermé. La frontière de cet ensemble, c'est le cercle unité. Donc, ça, c'est notre ensemble de Julia. Et enfin, l'ensemble de Fatou, dans ce cas, c'est l'ensemble, c'est le complément du cercle unité. Donc, il y a deux composantes. Il y a l'intérieur du disque et l'extérieur du disque. Oui. Pourrais-tu nous dire ce que tu as dit juste au début? C'est pas Z à la 2n, c'est Z à la 2 à la n. Oui. Il faut que je prenne le carré, je multiplie l'explosion par 2. Oui. Une autre question? Donc, l'exemple que j'ai calculé ici a l'air très simple, et on dirait que ce sujet est relativement nul. Mais en fait, ceci est vraiment l'exception. Et nous allons voir pourquoi dans quelques instants. OK, c'est pas typique. Je ne sais pas si c'est un peu caché par le Zoom, mais je ne sais pas que c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Juste, c'est à cause du. C'est ça. OK, merci. Merci d'avoir disparu. Ouais. OK, donc cet exemple n'est pas typique et nous verrons pourquoi dans quelques instants. Alors, pourquoi c'est intéressant de considérer ou définir ces ensembles J et F? C'est parce qu'en général, alors je parle du cas général maintenant, les deux ensembles sont invariants par rapport au polynôme P. P envoie J dans J et F dans F, toujours. Ce qui veut dire qu'on peut divide and conquer, c'est-à-dire on peut considérer les itérés de P séparément sur chacun des deux ensembles. Et en fait, c'est ça que Fatou et Julia ont fait. Donc, tout d'abord, sur J, comme j'ai mentionné, l'ensemble J est compact, non vide. Comme c'est la frontière de quelque chose, son intérieur est vide. Alors, c'est toujours le cas. En fait, il y a plus que ça qui est vrai, ça contient toujours une infinité de points. Pas trop difficile à démontrer, mais en fait, ça utilise le théorème de Montel, que j'avais ici. Et sur J, si on étudie le comportement de la suite Pn sur cet ensemble J, ce comportement est chaotique de plusieurs façons différentes. Il y a beaucoup de façons, en fait, pour décrire ça. Mais je donne un exemple. Si, mettons que c'est mon J, si je prends un point, n'importe quel point de J, et je regarde un tout petit voisinage de ce point, et on regarde les images de ce voisinage par les itérés de P. Donc, si j'appelle ça V, je regarde la suite PNV, donc les images de P par les itérés de P. Éventuellement, pour tous les n assez grands, ces images vont contenir J. Donc, ça va être, pour tout P assez grand, ça va être comme ça. Peu importe où je commence, peu importe le voisinage que je prenne, éventuellement, ça va toujours recouvrir. Alors, ça, on peut le voir dans l'exemple qu'on a déjà vu, l'exemple où PZ égale Z carré. Rappelez-vous que dans ce cas-là, l'ensemble de Julia, c'était le cercle unité. Prenons un point, prenons un voisinage, donc ça va être comme ça. Alors, lorsqu'on prend le carré d'un nombre complexe sur le cercle, ça reste sur le cercle, mais ça double l'argument. Et donc, l'image d'un arc, après avoir appliqué Z carré, va être un autre arc, mais la double de longueur. Et après, deuxième application, ça va être 2 fois plus grand, 2 fois plus grand. Éventuellement, on va recouvrir le cercle entier.
Bon, dans ce cas-là, c'est facile à voir, mais en fait, c'est vrai toujours. Et ça, c'est juste une façon de décrire le fait que P est chaotique. C'est-à-dire, même si vous commencez avec deux points qui sont proches l'un de l'autre, éventuellement, ils sont loin l'un de l'autre. OK. Quant à l'autre ensemble, l'ensemble de Fatou, F, vu que J est fermé, F doit être ouvert, c'est le complément de J. En général, F peut avoir plusieurs composantes connexes. Je n'entrerai pas dans les détails de définition formelle de composantes connexes, mais je pense que vous avez une idée. En anglais, je dirais several blobs. Donc, par exemple, dans le cas du Z carré, F avait deux composantes. Il y avait l'intérieur et l'extérieur. Et une de ces composantes va toujours être le bassin d'attraction. Toujours le cas. Peut-être c'est tout, peut-être il y en a d'autres. Et aussi, on peut donner une description assez complète du comportement de la suite Pn sur F. Le résultat de base, c'est le fait que Pn est une famille normale. Pourquoi? Parce que, mental. Pn, on voit F dans F. Donc, si je prends deux points dans le complément de F, il y en a parce que l'ensemble de Julia, je l'ai dit, contient une infinité de points, donc au moins deux. Alors, la suite de polynômes, on voit F dans F, donc ça évite les points que j'ai spécifiés. Et donc, la suite Pn est une famille normale. Pourquoi ce n'est pas une famille normale sur J? C'est parce que J n'est pas un ensemble ouvert. Le théorème de Montel s'applique à des fonctions holomorphes sur un ouvert. Et F est une ouverte. Et donc, Pn, comme j'ai dit, c'est une famille normale, ce qui veut dire que ça cherche désespérément à converger vers quelque chose. Ça veut vraiment converger. Mais, bon, dans ce sens un peu précis, mais ça amène éventuellement, s'il y a des étapes non triviales dans ça, à une description assez complète du comportement asymptotique de Pn sur chaque composante F. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque composante de l'ensemble de Fatou est envoyée par P dans une autre composante, ou peut-être la même, mais sur une autre composante. Si vous regardez les itérés des composantes, éventuellement, toujours, ça finit dans un cycle. On ne peut pas avoir une composante qui reste toujours disjointe de ces images. Un tel domaine s'appelle un wandering domain, et il y a un théorème profond qui s'appelle le No Wandering Domains Theorem, qui dit qu'il n'y en a pas, du moins dans le cas des polynômes. Et donc, une fois qu'on a un boucle comme ça de composantes, on peut, au lieu de regarder P, regarder plutôt Pn, où n est le nombre d'éléments dans le boucle. Et ça donne un autre polynôme, mais à la propriété que cet autre polynôme envoie la composante dans elle-même. Et une fois qu'on a ça, il y a juste 1, 2, 3, 4 comportements possibles. Ou bien il y a un point d'attraction dans le domaine, c'est-à-dire que tout est attiré vers ce point, ou bien il y a un point super attractif qui veut dire qu'on est attiré vers ce point, mais encore plus vite. En fait, c'est le cas du Z carré. Tout le monde ici est attiré vers 0. C'est aussi le cas, il faut permettre à l'infini d'être un point. Tous les points sont attirés vers l'infini à l'extérieur. Et il y a deux autres possibilités. Il y a un exemple où le point d'attraction est sur le bord. On obtient ce qu'on appelle un domaine parabolique. Et enfin, il y a un cas plus obscur qui correspond à une rotation d'un disque. Et ce sont les seuls comportements possibles. Tout cela, c'est juste la culture générale. Je n'en ai pas besoin. Je ne pouvais pas résister à parler de ça. OK. Bon, alors maintenant, je peux expliquer ce que Manet Sullivan était intéressé. En passant, c'est un point très intéressant. Cet article a été publié en 1983. C'est peu de temps après que les premiers ensembles de Mandelbrot et les ensembles de Julia, les premiers dessins de
ces ensembles ont paru. À l'époque, c'était un sujet relativement nouveau, sauf pour les quelques habitués qui ont suivi les travaux de Fattori-Julia. Et donc, dans cet article, ils ont senti le besoin d'expliquer la théorie dès le départ, comme si personne n'avait étudié ça. Et ça rend l'article beaucoup plus lisible, en fait. C'est intéressant. OK. Donc, soit P un polynôme de degré au moins 2. Bon, il faut d'abord que je fasse la définition. Oui, en fait, avant de dénoncer ça, je pense que c'est le moment de revenir sur, excusez-moi, ce site web. Il est toujours là, c'est la bonne nouvelle. Voyez-vous? OK, maintenant, vous savez c'est quoi Julia 7. Et en fait, ce que vous voyez ici sont les ensembles de Julia de la famille de polynômes z carré plus c. Donc, le polynôme quadratique auquel j'ai ajouté une constante. C'est une constante complexe. A priori, j'ai perdu de la généralité en laissant tomber le coefficient de z, mais en fait, ce n'est pas plus général. Il y a une façon de se réduire à ce cas-ci. Alors, lorsque c égale 0, on a vu que l'ensemble de Julia est un cercle unité. Qu'est-ce qui se passe pour les autres valeurs de c? C'est exactement ce que vous voyez ici. Donc, le choix de c, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Ça, c'est 0. L'ensemble de Julia est un cercle. Si je me promène le long des axes positifs, vous voyez que l'ensemble de Julia change. Il y a tout à coup un changement dramatique. Il y a l'intérieur de cette courbe Jordan et à l'extérieur, n'est-ce pas? Mais on voit ici que quand on va à droite, soudainement, oui, voilà, il n'y a plus d'intérieur. Oui, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ça se passe? Oui, c'est une bonne question. C'est justement à quoi l'article de Manesrad Sullivan, bon, il voulait expliquer pourquoi ça arrive. En fait, plutôt pourquoi ça n'arrive pas lorsqu'on se restreint à cette partie-là. Alors maintenant, je peux vous parler de l'ensemble de Mandelbrot, c'est permis. Alors, je ne sais pas si c'est visible sur Zoom. Je ne sais pas si les gens peuvent nous dire. On le voit un peu, oui, il est moins clair. Il est très clair ici, mais... Alors, l'ensemble de Mandelbrot, ce n'est pas un ensemble de Julia, ça habite l'autre plan complexe, le plan des paramètres, le plan des C. Et ça correspond aux valeurs de C avec la propriété suivante. Si vous commencez avec z égale 0 et vous itérez, donc 0, C, C carré plus C, C plus carré plus C, tout au carré plus C, etc. Si cette suite reste bornée, alors C est dans l'ensemble de Mandelbrot, par définition. Sinon, en fait, la seule possibilité, on peut montrer, c'est que la suite va tendre vers l'infini. Donc, si vous commencez toujours avec z égale 0 et la suite d'itérée tend vers l'infini, alors C est à l'extérieur de l'ensemble de Mandelbrot. Ce sont les seules possibilités. Pourquoi cette obsession avec 0? Qu'est-ce qui est spécial de 0? La raison pourquoi 0 est spécial, c'est parce que c'est l'unique point critique de P. P, la dérivée de P, c'est 2Z. Point critique, là où la dérivée s'annule, c'est 0. Et dans la théorie générale, les points critiques jouent un rôle très important que je ne peux pas décrire ici. Mais c'est pourquoi la définition va comme ça. On peut montrer que l'ensemble de Mandelbrot correspond aussi aux valeurs de C pour lesquelles l'ensemble de Julia est connexe. Donc, vous voyez que si je reste dans l'ensemble de Mandelbrot, l'ensemble de Julia est toujours connexe, tandis que si je sors, ça devient non connexe. Okay. Et maintenant, je suis en mesure de justifier ce que j'ai dit à propos du fait que la dynamique des polynômes quadratiques est compliquée. Pourquoi? Parce que si c'était simple, on aurait une formule pour la énième itérée de z carré plus c. Et si on avait une formule, je pense que l'ensemble de Julia serait quelque chose de
relativement simple. Et l'ensemble de Julia n'est jamais quelque chose de relativement simple, sauf dans des cas très exceptionnels. Il y en a juste essentiellement deux. OK, alors, vous voyez que l'ensemble de Mandelbrot contient lui-même aussi des blobs. En fait, c'est l'intérieur de l'ensemble de Mandelbrot qui a des composantes. Il y a une composante que je peux tracer comme ça qui s'appelle la cardioïde principale. Si je reste dans ça, l'ensemble de Julia est toujours une courbe. Si je me déplace ici, l'ensemble de Julia est toujours un ensemble de ce type-là. Si je me déplace dans cette chose-là, c'est toujours de ce type-là. Ça s'appelle le lapin de Douady. Et si je reste à l'extérieur, c'est toujours comme ça. Alors, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui explique ça? C'est quand même assez surprenant. Et c'est ça que Manet Sadeh Sullivan voulait expliquer. Et c'est ça que nous allons expliquer grâce à des mouvements holomorphes. Que je fais ça. Donc, je reviens sur la définition que je dois faire. L'ensemble critique de P, c'est l'ensemble des zéros de sa dérivée. Et j'affirme que cet ensemble joue un rôle primordial que je ne peux pas vraiment décrire explicitement dans la théorie des systèmes dynamiques. Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle l'ensemble post-critique, qui est la réunion de toutes les images de l'ensemble critique par des itérés de P. Et enfin, on dit que P est hyperbolique. Alors, j'ai quelqu'un ici qui croit que hyperbolique est partout, moi aussi. Pas sûr que je comprends le lien avec les autres hyperboliques, mais on dit que P est hyperbolique si la distance entre l'ensemble post-critique et l'ensemble de Julia est positive. Donc, les deux doivent être disjoints, mais non seulement ça, mais à une distance positive l'un de l'autre. Je donne les définitions comme ça parce que je veux être correct, mais nous n'aurons pas vraiment l'occasion de les utiliser explicitement, c'est un peu trop compliqué. Mais ça me permet quand même d'énoncer le théorème principal. On a une famille de polynômes qui dépendent d'un paramètre lambda et on peut supposer que cette dépendance est holomorphe et lambda va parcourir la discontinuité. Et voici l'hypothèse clé. Supposons que chacun des polynômes vérifie cette condition de hyperbolicité. Alors, bon, il y a des conclusions, mais peut-être la première chose qu'on peut se poser comme question, comment reconnaître si mon polynôme est hyperbolique? Alors, je peux vous répondre dans le cas des polynômes quadratiques. Si vous vous restreignez à une composante de l'intérieur de l'ensemble de Mandelbrot, par exemple la cardioïde principale, ou le bout juste à côté, ou les petits disques attachés, dans chacune de ces composantes, la famille de polynômes, Z carré plus C, est une famille hyperbolique. Les polynômes sont tous hyperboliques. Par contre, si vous, je cherche le mot français, trespass, si vous allez, vous ne devez pas aller, sur la frontière entre deux composantes, l'intérieur ou la frontière de l'ensemble de Mandelbrot même, alors là, le polynôme n'est plus hyperbolique et le théorème ne s'appliquera pas. Donc ça, c'est pas une explication, mais c'est une explication partielle peut-être du fait que le comportement des ensembles de Julia peut changer radicalement entre deux régimes. Mais bon, nous, on se concentre sur la partie positive. Donc, on suppose que la famille de polynômes soit une famille hyperbolique. Et la conclusion est qu'il y a un mouvement holomorphe de l'ensemble de Julia de P0. Donc, on a cette famille P lambda en particulier ancrée en lambda égale 0, donc P0, qui a un certain ensemble de Julia, qui est J de P0. Et l'ensemble de Julia de P lambda est juste l'image
de l'ensemble de Julia de P0 par F lambda. F lambda est donné par ce mouvement holomorphe. Si vous préférez, et moi je préfère comme ça, vous considérez les ensembles comme étant le mouvement holomorphe, ça veut dire tout simplement que J de P lambda est un mouvement holomorphe. L'ensemble de Julia varie de façon holomorphe. Ce que j'ai écrit ici est techniquement plus correct, mais ça varie comme un mouvement holomorphe. Est-ce que le lambda lemma dit des choses intéressantes sur Je vais expliquer. Et la deuxième partie, c'est que, en fait, les itérations, la structure du système dynamique, itération par un polynôme, c'est essentiellement le même pour tous les lambdas. Donc, si vous comprenez les itérés de P0, alors vous comprendrez les itérés de P lambda parce qu'ils sont essentiellement le même. Ils sont donnés par la conjugaison. Ce que j'ai écrit ici, c'est que j'ai JP0, P0. Alors, F lambda, on voit ça sur l'ensemble de Julia de P lambda. Mais si je fixe lambda pour un instant, ce diagramme est commutatif, ce qui veut dire que si je veux regarder P à la n et P lambda à la n, je peux le faire. L'étudier P lambda à la n équivaut à étudier P0 à la n. C'est-à-dire en tant que système dynamique, ce système dynamique est exactement le même que celui-là. Ils sont conjugués. Une autre façon, peut-être plus analytique, de dire la même chose. P lambda égale P lambda composé avec P0. Ici, je compose ça avec lui-même n fois. Les F lambda inverse vont s'annuler avec les F lambda, donc ça va rester, ça va être comme ça. Donc, on comprend très bien, je crois, la dynamique de l'itération de Z carré. On a une formule. Donc, du point de vue qualitatif, ce théorème veut dire qu'on comprend très bien l'itération de Z carré plus C, du moins pour C dans la cardioïde principale, parce que même si l'ensemble de Julia est plus compliqué, une courbe de Jordan, mais de dimension strictement plus grande que 1, c'est exactement le même comportement. Excuse-moi, est-ce que tu peux dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand on sort de là et que ça marche ici? C'est parce qu'il y a cette hypothèse que chaque P lambda doit être hyperbolique. OK. Et maintenant, je veux expliquer comment ce théorème a été démontré. Alors, voici l'idée de la preuve. OK. Alors, soit Z, un point périodique répulsif de P0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que périodique veut dire qu'il y a un itéré de P0 qui envoie Z sur lui-même. Ça, c'est un point périodique. Et répulsif veut dire que si on dérive cet itéré, le module de la dérivée est strictement plus grand que 1. Il y a une façon d'expliquer pourquoi c'est répulsif, mais je vais juste prendre ça comme la définition. Alors, si on a un tel point, on peut faire bouger P. On commence avec P0, et on veut faire bouger P pour ça varie avec lambda, donc le paramètre change. Est-ce que le point répulsif va toujours être là quand je change le paramètre? Le point périodique répulsif, la réponse est oui. De façon locale, c'est une conséquence du théorème des fonctions implicites, mais on veut plus que ça. On veut prolonger ce comportement pour tous les lambdas. Et ça, c'est plus compliqué, mais on peut le faire grâce justement à l'hypothèse de hyperbolicité. Je ne peux pas expliquer ça plus que ça, désolé. Mais c'est une combinaison donc, ce qu'on veut, c'est, on commence avec ce point et qui vérifie cette hypothèse. Et ce qu'on veut, c'est de laisser varier le paramètre et finir avec un autre point, Z lambda, qui va être un point périodique répulsif toujours.
Pardon? Est-ce qu'il y a un dérivé à droite? Oui, merci. OK, alors ça, c'est la partie technique. La preuve, je vous le demande simplement de me croire sur parole. C'est pas facile. OK, alors voici un résultat général de la théorie des ensembles de Julia. Une autre façon d'obtenir l'ensemble de Julia, c'est comme l'ensemble de tous les points périodiques répulsifs et vous prenez la fermeture. En général, si vous prenez un polynôme, vous regardez toutes les solutions de cette équation, il y en aura O plus D à la n si P est un polynôme de degré D. La grande plupart seront des points répulsifs, en fait, mais en tout cas, il y en a. Et si vous laissez varier n, ça donne l'ensemble de tous les points périodiques répulsifs. Ça va être un ensemble dénombrable. Pour un n donné, j'ai juste un nombre fini. Et c'est un fait que l'ensemble de Julia est toujours la fermeture des points répulsifs périodiques. C'est un fait que je cite. Vous pouvez voir ça sur le bon vieux exemple de Z carré. Les points répulsifs, les points périodiques, pardon, sont les points tels que Z à la 2 à la n égale Z. Donc, les Z, 2 à la n moins 1e racine de 1. Et l'ensemble de tels points, ils sont tous répulsifs et ils dansent dans le cercle. Bon. OK. Bon. Alors, on est dans la situation suivante. L'ensemble de Julia de P0, c'est la fermeture des points répulsifs périodiques. Un dessin. P0. OK, il y en a beaucoup. Et grâce à ce théorème, l'application des théorèmes des fonctions implicites et l'hyperbolicité, ces points-là, vous pouvez les suivre lorsque on fait déplacer P. Donc, ça, c'est P0, P lambda. Ces points-là parcourent des graphes holomorphes et restent des points périodiques répulsifs. Et l'hyperbolicité fait en sorte que ces graphes ne se croisent jamais. Donc, ce qu'on a ici, on a construit un peu à la main un mouvement holomorphe. Mais c'est un mouvement holomorphe de quoi? De l'ensemble des points périodiques répulsifs de P0. Et ça a cette propriété-là. Alors maintenant, le moment clé, le moment de la magie, le lambda lemma. Automatiquement, par la magie de l'analyse complexe, on peut étendre ce mouvement holomorphe à un mouvement holomorphe de la fermeture. Et la fermeture des points périodiques répulsifs, c'est l'ensemble de Julia. Donc, je pense que ça répond à la question d'Alexandre. Moi, je trouve cette démonstration vraiment géniale. Il y a une dernière partie. Je n'ai pas vraiment commenté en détail la preuve de cette partie-là, mais ça aussi se fait un peu de la même façon. Vous suivez d'abord ce qui se passe pour les points périodiques répulsifs et par densité, c'est vrai partout. Moi, j'adore ça. C'est vraiment très, très joli. On construit cette approximation de l'ensemble de Julia avec les points périodiques répulsifs et par cette théorie abstraite, on peut aller jusqu'à l'ensemble de Julia tout entier, ce qui est loin d'être évident en général. Vous avez vu les images, comment l'ensemble de Julia est compliqué. L'ensemble dénombrable va être complètement différent. OK, alors, je vais juste résumer ce qu'on a fait. Trois choses principales. On a défini le mouvement holomorphe, y compris la définition. On a énoncé et démontré une partie du résultat de base, le lambda lemma, et on a vu une application au système dynamique qui explique un peu d'où cela vient et donne une bonne illustration graphique. Et je vous laisse avec deux références si cela vous intéresse. D'abord, si vous vous intéressez au système dynamique en général, moi j'ai appris ça je suis sûr qu'il y a plusieurs excellents livres, mais moi j'aime beaucoup le livre de Bearden, c'est là où je l'ai appris. Et il y a cet article de Manessa Sullivan qui vaut bien la peine d'être lu.
Alors, merci. Et bon, juste un petit mot à quoi vous attendre demain. Vous avez vu ces images qui dansent, qui ont l'air fractales. Fractal veut dire, pour moi, dimension fractionnelle. Donc, comment la dimension, ça varie. Alors, on va répondre à ça demain. Oui. Justement, à propos de l'image que vous avez étudiée, est-ce qu'il y a un lien avec les fractales de Mandelbrot? Les fractales de Mandelbrot. Bon, il y a un lien direct avec l'ensemble de Mandelbrot. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec ou pas? Oui. Ah, bien. Je vais expliquer ça. C'est l'ensemble de Mandelbrot, ce n'est pas un ensemble de Julia. C'est dans le plan des C, mais c'est l'ensemble des valeurs de C pour lesquelles, bon, il y a plusieurs façons de le définir, mais pour lesquelles, par exemple, l'ensemble de Julia de Z carré plus C est connexe. Donc, c'est un ensemble de paramètres. Ce n'est pas un ensemble de Julia en soi. Par exemple, tu as demandé si c'était difficile de montrer qu'une fonction de l'autre n'a pas de zéro. Rappelons que l'hypothèse de Riemann, c'est précisément de montrer que la fonction n'a pas de zéro dans la bande critique. Merci. Il y a peut-être des questions en ligne aussi. Moi, j'ai une question. Oui. Peut-être une clarification, je ne suis pas sûr d'avoir été suffisamment attentif pour bien comprendre. Donc, si je regarde l'ensemble de Julia, je dois le voir en quelque sorte comme des points périodiques. Essentiellement, c'est des points périodiques. Je n'ai pas bien compris le mot répulsif. Si je prenais que des points périodiques, j'enlève répulsif et je prends l'adhérence. Ouais. Est-ce que ça me donne Julia? Alors, par exemple, pour le cas Z carré, le Z carré a un point fixe à l'origine. Donc, c'est un point périodique. Donc, il n'est pas dans l'ensemble de Julia. Mais il y a très peu d'exceptions. La grande plupart il y a des points périodiques qui ne sont pas répulsifs, vont être des points qui attirent les cycles. J'ai parlé de ces cycles. Un bassin, c'est ça. Et il y a un célèbre théorème de Shishikura, que vous connaissez bien, qui dit qu'il y a juste un nombre fini de ces choses-là. Donc, la grande plupart des points périodiques sont répulsifs. Moi, je ne vois pas de questions en ligne. Il n'y a pas d'autres questions ici. Donc, je remercie. Et on se rencontre demain matin à la même heure.